Bonjour à nouveau, donc cette fois je vais vous parler des fractures de la scapula. Donc ce sont des fractures qui sont très rares, qui concernent 5% des fractures de l'épaule, mais 0,5 à 1% des fractures de l'adulte, et qui surviennent dans des cas bien particuliers, puisque on les retrouve uniquement dans des traumas à haute cinétique, avec un taux élevé de complications, elles nécessitent un choc important pour survenir, et donc elles sont associées à des taux de mortalité très élevés, à 10-15% de mortalité. Pourquoi ça? Pourquoi cette cinétique importante? Parce qu'elles ont une localisation très profonde, et elles sont entourées d'un environnement musculaire qui est dense et qui est épais, et donc ça va avoir aussi des effets plutôt positifs, puisque ça fait qu'elles sont rares, qu'elles sont associées à des taux de mortalité élevés, mais d'un autre côté ça fait qu'elles sont souvent rarement chirurgicales, puisqu'elles sont bien protégées, elles sont stabilisées et elles sont bien vascularisées par cet environnement musculaire. Et donc la prise en charge chirurgicale, elle concerne essentiellement les fractures articulaires. Il y a deux notions qui sont importantes à connaître. La première, c'est que le cartilage de la glène a une épaisseur qui est d'environ 3,81 mm en moyenne. Ce fameux angle qu'on appelle l'angle glénopolaire, qui est défini par l'angle de l'orientation de la glène. On trace une droite qui part du bord inférieur de la glène jusqu'au sommet de la glène, et l'angle avec une droite qui part du sommet de la glène jusqu'au point le plus inférieur de l'omoplate, et cet angle a une valeur de 30 à 45 degrés. Donc ces valeurs permettent de conditionner un peu les indications chirurgicales, on va le voir un peu plus tard. Donc les types de fractures, ça va concerner les différents types de parties, les différentes parties de l'omoplate. Donc la fracture la plus fréquente sont les fractures du corps, dans 37% des cas. Les fractures du col ensuite dans 25% des cas, puis les fractures de l'acromion dans 12% des cas, les fractures de l'épine sont plus rares, 11% des cas, puis de la glène, 10% des cas, et enfin de la coracoïde, 5% des cas. Donc l'essentiel des fractures, plus de 50% des fractures de l'omoplate concernent soit le col, soit le corps de l'omoplate. Les indications chirurgicales, elles sont très rares. Donc on a vu cette histoire de l'épaisseur du cartilage qui fait 4 mm environ. Donc si on a une marche articulaire qui va être plus de 5 mm, eh bien on va être au-delà de ce que le cartilage peut compenser. Et donc ça va nécessiter sans doute une prise en charge chirurgicale pour rétablir la surface articulaire. Si l'angle glénopolaire est inférieur à 20 degrés, eh bien ça va être également une indication chirurgicale. Si on a un déplacement comme ce qu'on voit ici sur cette image, avec une médialisation de plus de 2 cm, eh bien on peut imaginer que le bras de levier et les parties molles vont être significativement affectées, avec des courses des tendons qui vont être modifiées. Donc peut-être qu'il faudra envisager un traitement chirurgical, et le cas de l'épaule flottante dont on parlera brièvement à la fin. Donc on va prendre pièce par pièce les fractures du corps, partie par partie. Elles sont extra-articulaires par définition, et dans la vaste majorité des cas, un traitement fonctionnel, même avec des radiographies ou des scanners très spectaculairement déplacés, donne des résultats tout à fait satisfaisants, avec une écharpe antalgique les premiers jours, du pendulaire très tôt. Parfois on peut avoir, comme on le voit ici, un fragment gênant. Alors ici le fragment est orienté vers l'arrière du corps, mais on peut avoir exactement le même déplacement orienté cette fois vers l'avant, notamment dans les fractures du pilier, et ça peut consolider avec un cal vicieux qui peut ensuite venir frotter sur l'omoplate, entraîner ce qu'on appelle une snapping scapula, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce fragment qui peut faire comme un xylophone sur le gril costal, avec du bruit, avec des douleurs, avec une gêne, et qui peut nécessiter soit une prise en charge chirurgicale initiale, soit de le raboter dans un deuxième temps. Quand on a une fracture du pilier, comme on le voit ici, il faut faire attention, parce qu'elles sont souvent associées à des fractures de la glène, et donc des fractures articulaires qui peuvent nécessiter un traitement chirurgical. Les fractures du col, elles peuvent concerner soit le col anatomique, donc si c'est latéral à la coracoïde, ou bien le col chirurgical, si c'est médial à la coracoïde. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fractures du col chirurgical sont plus rares, mais elles sont un peu plus graves, puisqu'elles sont plus instables, et peuvent souvent entraîner des déplacements qui peuvent nécessiter un traitement chirurgical. Pour l'indication chirurgicale des fractures du col, eh bien, il faut retenir cet angle glénopolaire, puisqu'on sait que si cet angle glénopolaire diminue et est inférieur à 20 degrés, eh bien, il risque d'y avoir un conflit entre le tubercule majeur et l'acromion, et donc une perte d'amplitude articulaire qui peut nécessiter un traitement chirurgical. Ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement fonctionnel dans 90% des cas marche très bien,
grâce à cette enveloppe musculaire qui permet une consolidation rapide et complète, et grâce au fait qu'il y a une compensation entre les mobilités scapulo-thoraciques et gléno-humérales qui peut se faire. Donc il faut une immobilisation courte et une rééducation passive à J15. Le traitement chirurgical pour les fractures du corps ou du col, eh bien, la voie préférentielle, c'est la voie postérieure de Judet, qui peut se faire de différentes manières, mais qui consiste en gros à longer le deltoïde postérieur et soit le longer à son bord inférieur, comme on va le voir dans la modification de Brodsky, ou bien le détacher complètement de l'épine et le réinsérer à la fin. Une fois qu'on l'a détaché, on va immédiatement tomber sur la modification de Brodsky qu'on voit ici. En mettant de l'abduction, on peut avoir le deltoïde postérieur qui a une forme ici horizontale et qui permet donc en le reclinant vers le haut d'accéder à la coiffe postérieure. C'est ce qu'on voit ici. Maintenant, si on reprend ce schéma, donc une fois qu'on a récliné le deltoïde postérieur avec le pédicule circonflexe, eh bien on va voir qu'on va arriver sur la coiffe postérieure avec l'infraspinatus au-dessus et le petit rond en dessous. Et là, on a deux possibilités. Soit on peut passer entre ces deux muscles, ce qui permet d'accéder à l'interligne articulaire et donc permet de contrôler le pilier et l'articulation. En revanche, si on doit avoir un meilleur contrôle sur le corps et l'ensemble de la fosse infraépineuse et sous-scapulaire, eh bien il faut être un peu plus agressif, et à ce moment-là, on va carrément décoller l'infraépineux puis le petit rond au ras du bord médial de l'omoplate, et puis les récliner en latéral exactement comme un livre, ce qui va permettre d'accéder à l'ensemble de la fosse. Quand on fait ça, il faut avoir comme point de pivot le pédicule suprascapulaire, puisque c'est ça qui va être important de préserver pour conserver une fonction de l'infraspinatus. Il a été démontré que les zones d'ancrage des vis préférentielles doivent être au niveau du pilier, de la coracoïde et de la base de l'épine, et puis également dans la glène, puisque c'est là qu'il y a le plus d'os, hein. C'est une des particularités de cet os, c'est qu'il est très fin, et donc il va falloir avoir des zones stables ou fixées, avoir une bonne prise osseuse. Il faut faire attention à la longueur des vis, puisqu'on peut rapidement avoir un conflit scapulo-thoracique, et faire attention au pédicule vasculo-nerveux. Et donc on voit cette fracture ici qui a été abordée par une voie postérieure de Judet, avec une plaque qui a été mise et quelques vis ici qui ont été perdues. On ne s'est pas attaché à réduire cette zone, puisque de toute façon elle consolide, et ce qui comptait c'était de réduire une surface articulaire satisfaisante, ce qui a été le cas ici, et avec un bon résultat. Alors c'est plus anecdotique, c'est Marcus Scheibel qui a décrit ça, mais je vous le montre pour que vous sachiez que ça existe. Donc c'est une fracture de glène qui ressemble un peu à celle qu'on a vue. Alors le déplacement est relativement tolérable, et il est possible qu'avec un traitement fonctionnel on ait eu un bon résultat, mais bon, toujours est-il qu'ils ont fait ça avec un amplificateur de brillance qui est mobile et qui permet donc de voir dans deux incidences différentes, et avec une arthroscopie. Et donc on rentre à l'intérieur de l'épaule, et en réduisant les fragments et en les maintenant de façon transitoire avec des broches, donc vous voyez ici on réduit les différents fragments, on a une bonne vue sous arthroscopie, et une fois que ces fragments sont réduits, eh bien on va les maintenir avec des broches qui vont nous permettre ensuite de positionner des vis cannulées dans l'espace qu'on appelle l'espace de Neviaser, qui est situé ici, c'est-à-dire entre l'épine et le bord postérieur de la clavicule. Pour les fractures de l'acromion et de l'épine, eh bien le traitement orthopédique est également la règle, et ce qui va conditionner l'indication chirurgicale, c'est si le déplacement est important. Si le déplacement est important, on aura tendance à faire un traitement chirurgical avec, souvent on fait un vissage plus haubanage à l'intérieur des vis, qui sont des vis cannulées, avec des bons résultats. Comme vous voyez ici, c'était un patient qui avait eu une lésion d'instabilité, qui avait eu à la fois une fracture de la coracoïde et une encoche assez importante, et une fracture de l'acromion, et donc on lui avait synthésé l'acromion avec ce système de haubanage, et on lui avait transféré directement la coracoïde pour lui faire une butée.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des cas d'acromion bipartita, c'est-à-dire que le noyau d'ossification de l'acromion n'a jamais fusionné, et donc on a cette fausse impression de fracture, mais c'est pas du tout une fracture, hein, c'était là avant le traumatisme. En revanche, un traumatisme ou une prothèse inversée, mais ça c'est pas trop le cas du rugbyman, peuvent entraîner une tension excessive du deltoïde sur l'acromion qui va basculer s'il était fragile au préalable comme ceci. Les fractures de Glenn, ça c'est très important. Et il y a cette fameuse classification d'Heidelberg, une classification qui est purement descriptive, qui est difficile à retenir, qui est ni thérapeutique ni pronostique. En tout cas, les fractures qui nous intéressent surtout sont des fractures de type 1A, qui sont celles qui surviennent au cours des épisodes d'instabilité. Les indications ne sont pas consensuelles du tout. On dit donc cette fameuse marche articulaire à plus de 5 mm, le angle glénopolaire de moins de 20 degrés et une médialisation ou un déplacement de plus de 2 cm et toujours cette histoire d'épaule flottante. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que si l'articulation gléno-humérale est non concentrique, eh bien on va avoir tendance à vouloir opérer les gens, et si le défect est supérieur à 20%, eh bien il a été démontré qu'il y a un risque d'instabilité gléno-humérale, donc 20% par rapport à la longueur antéro-postérieure de la glène. Et on sait également que ces gros défects de plus de 20%, c'est la limite du traitement arthroscopique. Donc en gros, il semblerait que en dessous de 20%, ce soit pas forcément utile d'opérer les gens, et au-dessus de 20%, donc ceux qu'il faut opérer, eh bien l'arthroscopie ne marche pas très très bien. Et il y a d'ailleurs cette étude récente qui est sortie cette année ou en fin 2020, à 9 ans de recul de l'équipe de Christian Gerber en Suisse, qui montre que le traitement non chirurgical de ces petites fractures de glène donne d'excellents résultats à 9 ans de recul. Sur 48 patients, 100% de consolidation, juste un épisode d'instabilité, de récidive, et un constant qui est très élevé, et un score d'ACES qui est quasiment normal, avec des mobilités complètes chez les patients, et une consolidation avec un remodelage osseux à long terme qui est assez surprenant, puisque on retrouve des épaules quasiment normales. Mais bon, de plus en plus, le traitement arthroscopique est à la mode, et ces petites fractures, on peut discuter de prendre le bourrelet en haut, prendre le bourrelet en bas, et de le réinsérer, soit avec des ancres, soit avec des vis, soit avec des endoboutants, pour fixer ces petits fragments. Donc vous voyez ici le fragment qui est là, on place des ancres sous arthroscopie, on met des fils dans le bourrelet, et à la fin, on se retrouve avec une réduction anatomique sous arthroscopie. Et enfin, les fractures de coracoïdes, elles sont plus rares, et il y a une classification qui a été décrite par Ayres et qui montre que, en gros, entre les 1 et les 3, eh bien, il faut les laisser tranquilles avec un traitement orthopédique, et les 4 et 5, si jamais on a un déplacement important, eh bien, on va discuter un traitement chirurgical, donc dès lors que la surface articulaire de la glène va être concernée. Les 4 et les 5 sont des fractures quasiment du col et du corps, et plus uniquement des fractures de la coracoïde. Ce qui est important et intéressant, c'est que parfois les fractures 1, 2 et 3 sont associées à un épisode d'instabilité, et ce qui peut se discuter chez ces gens-là qui sont instables et qui ont une fracture de la coracoïde, c'est de la synthéser en la positionnant directement comme une butée coracoïdienne, puisque l'ostéotomie a déjà été faite par la fracture. Le traitement chirurgical, il est très simple, on réduit et puis on met en général une ou plusieurs vis cannulées de petite taille. Enfin, un dernier mot sur l'épaule flottante qui survient sur des traumatismes de haute cinétique. L'épaule flottante, c'est quand on a une fracture du col de la scapula ou du corps de la scapula, associé à une interruption de la ceinture ici scapulaire, soit au niveau de la clavicule ou bien des ligaments acromio-coracoïdiens, donc une disjonction acromio-claviculaire ou une fracture de la clavicule associée à une fracture de la scapula. Et donc si on a l'association de ces deux éléments, eh bien on comprend bien que l'ensemble de l'humérus n'est plus du tout relié par des ligaments ou des os au reste du squelette, et il va tenir uniquement par l'intermédiaire des muscles, et donc le risque de déplacement est important et de non-consolidation est important, et donc il faudra au moins réparer un de ces deux éléments. Donc en général on répare la clavicule ou l'articulation acromioclaviculaire, et si le déplacement de l'omoplate est important, eh bien on fera un traitement de cette omoplate associée. Voilà, je vous remercie de votre attention.